Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien et je suis contente parce que j'ai réussi à préparer plusieurs scripts de plusieurs épisodes. Donc reste juste à trouver le temps d'enregistrer quoi. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas paranormale, mais elle est incroyable et horriblement vraie. Je tenais à vous la raconter car j'ai vraiment eu des frissons et un pincement au cœur en la découvrant. Alors si vous avez de la thalassophobie ou que vous êtes sensible, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et d'aller en choisir une autre sur la chaîne. D'ailleurs, si ce genre d'histoire creepy, horrifique et incroyable mais vrai vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner car c'est pile ce que je fais. Et votre engagement avec un abonnement, un like et ou un commentaire m'aide vraiment à me trouver une place sur YouTube et surtout, ça m'encourage à continuer de publier en sachant que mon contenu plaît. Pour l'histoire d'aujourd'hui, on va parler du naufrage, ou plutôt de la descente en enfer de 5 personnes dans l'Atlantique. Moi, c'est Gaïa, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Deborah Scaling Kelly était un marin confiant. À l'âge de 23 ans, elle avait déjà des années d'expérience comme membre d'équipage de plusieurs yachts. Elle a gagné la grande course de voile Whitebread Round the World, qui est appelée maintenant la Ocean Race et qui fait 70 000 km. En 1981, Deborah est devenue la première femme américaine à terminer cette course. Bref, elle était une skippeuse hors pair et semblait avoir un bel avenir dans la navigation. En 1983, Deborah a été embauchée par le capitaine John Lippoth pour naviguer un yacht de 18 mètres, le Trashman, pour son transfert du Maine vers la Floride où ses nouveaux propriétaires l'attendaient. Cette traversée de 2000 km allait durer 6 jours et l'équipage, quant à lui, comptait 5 personnes. Deborah, le capitaine John Lippoth et sa petite amie Meg Mooney, le marin Mark Adams et Brad Kavanagh, qui était le fils des propriétaires du yacht. Les conditions météorologiques s'annonçaient idylliques. Deborah raconte que pendant la première journée, le temps était magnifique et le bateau amusant à diriger. Mais le deuxième jour, les problèmes ont commencé puisque ce soir-là, une violente tempête a frappé le Trashman avec des vents de 110 km/h et des vagues de plus de 10 mètres. Deborah s'est réveillée en pleine nuit sur les voix terrifiées de ses coéquipiers et quand elle est montée sur le pont, elle a trouvé John Lippoth désespérément en train d'aider sa petite amie qui, pour une raison obscure, se trouvait dehors dans la tempête et qui est tombée et s'est blessé le dos. De l'autre côté, Adams, inconscient de la situation, hurlait de frénésie. Deborah a aidé John à descendre Meg à la cabine et est restée à ses côtés avec Brad. À ce stade, le yacht commençait à prendre l'eau, malgré tous les efforts de John pour le réparer. John voulait absolument faire rapatrier sa petite amie qui était clairement endolorie, alors il a contacté les gardes-côtes qui l'ont orienté vers un bateau. Mais avant qu'il ne puisse récupérer toutes les coordonnées, l'électricité du Trashman a lâché. Ils étaient au large des côtes de la Caroline du Nord quand leur bateau a commencé à couler, mais il coulait d'une manière très rapide. La seule chance de survie qu'ils avaient était de se jeter dans l'océan. Adams a réussi à gonfler un petit canot pneumatique en caoutchouc, alors que Brad, après des efforts inespérés, a réussi à détacher et à déployer le canot de sauvetage. Mais une fois à l'eau, Brad était seul à tenter de s'agripper à ce canot et rapidement, avec les vagues qui venaient de toutes parts, il l'a perdu et le canot a dérivé au loin. Du coup, les 5 rescapés se sont agrippés au canot pneumatique qu'Adams a mis à l'eau. Ce que Deborah savait à cet instant-là, c'est que la perte du canot de sauvetage allait sceller leur destin. Puisque ce canot-là qu'ils avaient perdu, que Brad venait de perdre, contenait tout ce qu'il leur fallait pour leur survie en mer. Des conserves, un désalinisateur d'eau de mer, un abri et j'en passe, alors que dans leur petit canot de fortune, il n'y avait rien. Pendant
Toute la nuit, ils se sont agrippés au canot parce qu'ils étaient incapables de monter dessus à cause des vagues. Le matin, le temps s'était un petit peu calmé. Du coup, la première chose qu'ils ont faite était de hisser Meg sur le canot et ils étaient horrifiés de voir des lacérations profondes sur ses cuisses infligées par les cordages du Trashman lorsqu'il sombrait. Deborah et Adams étaient les derniers à monter sur le canot et, en attendant que leurs amis s'installent, ils ont senti comme une tape sur leurs jambes dans l'eau. Au début, chacun d'entre eux pensait que l'autre, en nageant, tapait l'autre avec son pied, mais comme les deux niaient avoir fait ça, genre chacun d'eux était sûr qu'il n'avait pas frappé avec ses jambes l'autre, Deborah a décidé de regarder sous l'eau, et là, elle a été horrifiée de voir des dizaines de requins sous eux. Elle a rapidement averti Adams et ils se sont tous les deux empressés de rejoindre leurs amis sur le canot. À peine ils étaient hors de l'eau que plusieurs nageoires ont commencé à popper hors de l'eau. Il n'y avait pas 2-3 nageoires, non. Il y avait au moins une vingtaine de nageoires qui tournaient autour d'eux. Ils ont rapidement réalisé en fait que l'odeur du sang perdu par Meg à cause de ses profondes lacérations aux jambes avait sûrement attiré ces requins vers le canot. Avec tous ces requins autour, l'équipage a voulu stabiliser le canot pour éviter qu'il se renverse car il y avait encore des vagues et la dernière chose qu'ils voulaient était de se retrouver renversés dans une eau infestée de requins. Ils ont alors décidé de jeter une ligne d'amarrage pour stabiliser leur embarcation. Mais lorsqu'ils l'ont fait, un requin s'est mis à tirer dessus, traînant le canot avec tous ses rescapés sur plusieurs mètres. Vous pouvez juste imaginer la taille du truc pour qu'il réussisse à tracter un canot de 4 mètres, portant 5 passagers, totalisant 317 kilos environ. Heureusement, Brad a réussi à détacher la corde et le canot a arrêté d'avancer. Lorsque les passagers ne sont pas tombés à l'eau, les requins ont commencé à pousser le rafiot et à le taper avec leur nez. Ils arrêtaient pendant un moment, mais ils finissaient toujours par revenir. En gros, ces requins n'avaient pas l'intention de partir. Résiliente, Deborah s'est couverte d'algues pour se réchauffer et s'est mise à prier. Meg, quant à elle, souffrait de douleurs atroces et ses blessures se sont rapidement infectées et les bactéries semblaient avoir déjà gagné son sang, provoquant une septicémie. Au 3e jour, tout le monde était gravement déshydraté et ils souffraient tous d'infections cutanées dues au staphylocoque. Leur peau desséchée et sanglante les grattait et les brûlait. Ce jour-là, par désespoir, Lipoth et Adams ont fait ce qu'il ne fallait surtout pas faire quand on est déshydraté. Ils ont bu l'eau de mer. Bien sûr, l'eau salée n'a fait qu'accélérer leur déshydratation et leur a provoqué en plus des hallucinations. Ultimement, ils seraient morts d'arrêt rénal. Mais ça n'était pas leur fin. Comme j'ai dit, les deux hommes ont commencé à avoir des hallucinations. Ils se pensaient sur la terre ferme, chez eux, et quoi qu'en disent leurs amis pour les ramener à la réalité, c'était inutile. Lipoth a commencé à dire qu'il voyait une île droit devant eux. Mais en y regardant, Deborah, Brad et Meg ne voyaient que l'Atlantique à perte de vue. Et ils lui ont bien dit qu'il était en train d'halluciner et qu'il n'y avait pas de terre. Malheureusement, les hallucinations de Lipoth étaient plus convaincantes que ses amis et il a fini par se jeter à l'eau pour nager en direction de son mirage. Tous les autres rescapés étaient tellement à bout de force qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que le regarder partir. Mais ce n'était pas le pire, car Lipoth a à peine fait quelques mètres dans l'eau que Deborah l'a vu disparaître sous l'eau avant d'entendre un cri strident et qu'un geyser d'eau sanglante n'apparaisse à cet endroit même où Lipoth a disparu. Ses amis venaient d'assister avec horreur à la mort atroce de Lipoth entre les crocs d'un requin. Deborah se souvient qu'il n'y avait pas eu de pleurs. Rien. Il y avait juste 0 doute que les requins l'avaient eu. Même Meg, sa petite amie, n'avait plus de force pour le pleurer. Elle avait juste dit « il est parti ». Quelques heures après, Adams, qui était lui aussi victime de ces hallucinations, a malheureusement vécu le même sort. Il a commencé à parler de manière incohérente, à draguer Meg, lui disant qu'il allait leur trouver une chambre d'hôtel. Puis, il s'est relevé en annonçant qu'il devait d'abord aller s'acheter des cigarettes et se dégourdir les jambes. À peine il avait dit cette phrase qu'il s'est jeté à l'eau et est resté à côté au canot. À bout de ses forces, Deborah l'a supplié de remonter car l'eau était infestée de requins, mais il ne l'a pas cru. Il continuait de dire en souriant qu'il se dégourdissait juste les jambes. Et là,
s'est produit le moment que Déborah a décrit comme le plus horrible de toute sa vie, car elle a vu Adams se faire tirer sous le canot par les requins et ils ont tous senti le canot tanguer violemment alors qu'Adams se faisait dévorer juste en dessous. D'ailleurs, dans leur attaque frénétique contre Adams, les requins ont réussi à percer le radeau et de l'eau a commencé à s'y infiltrer très doucement. Mais heureusement, dans leur malheur, le radeau est quand même resté à flot. En une journée, ils avaient déjà perdu 2 d'entre eux. Déborah et Brad regardaient maintenant impuissants Meg succombait à sa septicémie. Elle mourait tout simplement à petit feu sous leurs yeux. Ce soir-là, Brad et Déborah se sont réveillés au son de Meg qui hallucinait à son tour. Elle les regardait d'un regard vide, comme si elle était ailleurs, avant d'attaquer violemment Brad. Ils ont réussi à la ramener à son coin du radeau et là, elle avait commencé à faire bouger ses mains dans les airs comme si elle dansait le flamenco. Puis, elle s'est mise à marmonner des mots inintelligibles, comme si elle parlait une autre langue. À cet instant-là, Déborah a compris avec effroi que Deb était en train de parler en langue, ce qui signifiait clairement qu'elle était aux portes de la mort. Et justement, le lendemain matin, lorsque Déborah et Brad se sont réveillés, Meg était morte, baignant dans son pus et contaminant encore plus l'eau qui s'était infiltrée sur le radeau. Affamé et déshydraté, Brad a envisagé de manger Meg, mais Déborah l'a ramené à la raison en prétextant entre autres que Meg était morte de septicémie, qu'elle a du pu partout et donc que sa viande était toxique à ce stade. Au début, les 2 survivants ne se sont pas résolus à jeter le corps de Meg à la mer, mais plus encore restait, plus elle contaminait le radeau qui ressemblait maintenant à un mélange dégoûtant d'algues, de sang et de pu. Donc, comprenant qu'ils risquaient eux-mêmes d'être contaminés, Déborah et Brad se sont résolus au choix déchirant de jeter leur ami par-dessus bord. Alors, ils l'ont d'abord déshabillé, pour garder ses vêtements et ses bijoux. Ils voulaient pouvoir au moins donner ça à sa famille si jamais il réussissait à survivre. Ensuite, ils lui ont rendu hommage et ont prié pour son âme. Puis, ils l'ont poussé par-dessus le bord du bateau. Directement après avoir fait ça, ils se sont allongés pour tenter de s'endormir, pour éviter d'assister au spectacle macabre des requins qui dévoraient le corps de Meg. Déborah et Brad dérivaient maintenant depuis 5 jours. 3 de leurs amis étaient déjà morts. Pour assurer un minimum de sécurité et maximiser leurs chances de survie, ils ont décidé de nettoyer le radeau de la bouillie de pu et de sang laissée par Meg. Ce faisant, Brad a malheureusement glissé et il est tombé à la renverse dans les eaux toujours infestées de requins. Déborah, désespérée, épuisée par la déshydratation et la faim, a utilisé toutes ses forces pour essayer de le ramener à bord. Mais elle était tout simplement trop faible. Alors, elle s'est juste mise à sangloter en le regardant se démener pour remonter et en le regardant la demander à l'aide. Miraculeusement, Brad a réussi à remonter indemne sur le canot. Il était très en colère contre Déborah. Selon lui, elle l'avait abandonné trop rapidement. Ils étaient tous les 2 assis en silence lorsque Brad a repéré un cargo à l'horizon. Là, il a été pris d'une poussée d'adrénaline et mobilisant ses dernières forces, il l'a dit à Déborah et ils se sont mis à crier, à faire des signes, à faire tout ce qu'ils pouvaient pour se faire voir. Ils ne croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu le paquebot se diriger vers eux. Déborah et Brad ont été repêchés à 140 km au sud de Cape Lookout. Ils avaient dérivé près de 150 km hors cap. Les 5 jours de dérive dans l'océan Atlantique ont changé drastiquement les vies de Déborah et Brad. Il aura fallu des années à Déborah pour arrêter d'entendre les cris de ses amis pendant qu'ils se faisaient dévorer par les requins. Elle est devenue conférencière de motivation et a écrit 2 livres sur son épreuve. L'Albatros, The True Story of a Woman's Survival at Sea, qui a été publié en 1994, et No Victims Only Survivors, 10 Lessons for Survival, qui a été publié en 2006. Elle s'est mariée 2 fois et a eu 2 enfants, et dans une ironie cruelle du sort, son fils est mort noyé à l'âge de 23 ans. Déborah, elle, est décédée chez elle au Mexique à l'âge de 54 ans, et la cause de son décès n'a jamais été rendue publique. Quant à Brad, il est retourné à la mer en tant que plaisancier professionnel, mais son expérience l'avait changé à vie, car il dit, et je cite, «
Ce n'est pas quelque chose que vous évincez simplement quand c'est fini. Vous continuez à vivre dans un mode de survie. Je ne sais pas si vous êtes sous le choc ou quoi, mais il est impossible de revenir à ce que vous étiez avant. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment horrible dans le sens où ça te touche personnellement, au moins du côté sentimental. En tout cas, c'était le cas pour moi. Ça prouve aussi que, peu importe ton niveau d'expertise en mer, tu peux facilement être pris au dépourvu et faire des erreurs fatales. Car voilà, selon moi, mais encore une fois, c'est facile à dire quand on est spectateur, mais leur erreur était que, sous l'effet de l'adrénaline, au lieu d'aller aider Brad à mettre à l'eau le canot de sauvetage, ils se sont mis dans le radeau et ont laissé Brad tout seul, ce qui a conduit à la perte du canot et à toutes les conséquences qu'ils ont dû vivre. Mais du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous connaissiez cette histoire d'ailleurs. J'ai une autre histoire qui s'est passée en mer qui est prévue dans mon planning, mais elle ne va pas faire suite à celle-ci. Histoire de changer d'environnement, quoi. Sur ce, portez-vous bien, profitez de la vie, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!